13h30, 14h, le grand journal, Christophe Gaudineau. Bonjour à tous et bienvenue dans votre session d'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec un programme comme chaque jour riche et varié. On va notamment parler de la course au vaccin. Jamais un sérum n'aura été développé aussi vite par les laboratoires du monde entier. On en parle dans notre édition dans un instant. On va également parler des anti-vaccins. Ils sont nombreux, notamment en France. Ce sera le choix de la rédaction avec Antoine Cavallero. On ira également aux États-Unis, retrouver Claude Porcella aux alentours de 13h15. Et puis à la mi-journée, on va parler cinéma avec ce jeune réalisateur marocain là, Eddine Jem, dont Le Miracle du Saint Inconnu, son premier film, a été présélectionné pour représenter le Maroc pour les prochains Oscars à Hollywood. Bienvenue à tous. C'est parti pour 1h30 d'informations. Dans un instant, votre édition. Tout de suite, la météo. Au Maroc, cet après-midi, comptez sur une alternance de nuages et d'éclaircies au sud de la ligne Agadir-Zagora ainsi que sur le Haut-Atlas central. Partout ailleurs, le ciel est clair et dégagé. Les températures 19, la minimale enregistrée à Oujda, Nador et Tanger. Il fait 20 degrés à Essaouira et Safi, 21 dans la capitale Rabat ainsi qu'à Casablanca et Rachidia, Agadir, Fès et Beni Mellal. 22 degrés à Marrakech jusqu'à 24 à La Hayoun. En Algérie, soleil et nuages se partagent le ciel cet après-midi sur le littoral à l'est de Mostaganem et au sud de la ligne Tlemcen-El-Oued. Partout ailleurs, le beau temps est au rendez-vous. 11 degrés la minimale enregistrée à Constantine. Il fait 12 degrés à Tiaret, 14 à Annaba, 15 à Béjaïa, 17 à Alger, Chlef et Rardaya, 18 à Oran, 19 degrés enregistrés à Biskra, 27 à Adrar, jusqu'à 29 degrés la maximale en Algérie à Tamanrasset. Média, il est 12h30. Et à la une de cette édition, la course au vaccin. 1 an après l'apparition du nouveau coronavirus, les campagnes de vaccination vont démarrer la semaine prochaine, d'abord en Angleterre. Avant la fin de l'année au Maroc, jamais un vaccin n'aura été développé aussi vite. Dossier complet dans un instant. La situation en Libye, alors que plusieurs processus sont engagés pour un règlement politique de la crise, l'ONU s'inquiète de la présence sur le terrain de forces militaires étrangères et de mercenaires, en tout quelques 20 000 hommes, et ce, malgré le cessez-le-feu signé en octobre dernier. La classe politique libanaise sous pression, sans gouvernement, sans réforme, pas d'aide financière massive et pérenne. C'est le message très ferme envoyé hier lors de la conférence des donateurs. La communauté internationale s'engage toutefois à financer les opérations d'urgence. La disparition en France de Valéry Giscard d'Estaing, 3e président de la Ve République. Il restera dans les mémoires comme un homme de progrès et un réformateur, fervent européen, tourné aussi vers l'Afrique. VGE s'est éteint à l'âge de 94 ans, emporté par la Covid-19. Du football, et Zinedine Zidane sur la sellette, l'entraîneur du Real Madrid fragilisé par les mauvais résultats du club avec le spectre d'une élimination dès les phases de poule de la Ligue des Champions. Zizou en sursis, titre la presse espagnole. On en parlera avec notre consultant Frédéric Hermel. Et puis elle était l'une des finalistes du Goncourt attribué finalement à Hervé Letellier. La Camerounaise Djali Amadou Amal se console avec le Goncourt des lycéens pour son roman Les Impatientes. Un récit poignant dont nous parlera tout à l'heure Nathan Chaudet. « 4 346 nouveaux cas de Covid-19 au Maroc, 70 décès supplémentaires. Dernier chiffre communiqué hier soir par le ministère de la Santé. La pandémie a envahi nos vies depuis des mois avec toutes les conséquences que l'on sait, dont on a beaucoup parlé sur cette antenne. Mais 1 an après l'apparition des premiers cas en Chine, l'espoir est bel et bien là. L'espoir de commencer à tourner la page. Bonjour Marion Fontenay. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et cet espoir, c'est un vaccin, plusieurs vaccins même. C'est une réalité dès la semaine prochaine en Angleterre. La Russie devrait très vite emboîter le pas. La campagne de vaccination doit débuter avant la fin de l'année au Maroc. Et jamais dans l'histoire, Marion, jamais la recherche n'était allée aussi vite. Ouais, c'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire de la recherche. Normalement, pour développer un nouveau vaccin, pour rappel, il faut en moyenne 10 ans là. Le coup d'envoi a été donné en avril dernier. Alors, rapide calcul, ça signifie qu'en 7 petits mois seulement, plusieurs laboratoires ont réussi ce tour de force. Procédure de recherche, d'évaluation, production industrielle, tout a été accéléré. Et grâce aussi à des financements colossaux, notamment aux États-Unis.
États-Unis avec l'opération Warp Speed dirigée par le Marocain Moncef Slaoui. Le monsieur vaccin de la Maison-Blanche insiste sur la complémentarité entre les différents acteurs. Ce qui est très important à dire, c'est que cette même technologie, les mêmes compagnies, les mêmes vaccins, dans d'autres usines qui sont basées en dehors des États-Unis, sont en train aussi de produire ce vaccin pour qu'il soit utilisé ailleurs et partout dans le monde. Et en fait, toutes les 6 compagnies ensemble ont fait un commitment, se sont engagées pour produire entre 1 et 2 milliards de doses de vaccins chacune. Donc, si on fait le calcul, j'espère qu'on aura assez de vaccins pour vacciner la totalité de la population mondiale, en tout cas dans le courant de l'année 2022. Vacciner l'ensemble de la population mondiale d'ici 2022. Et oui, car ces campagnes, elles risquent de prendre du temps. Il y aura des personnes prioritaires, les soignants, les personnes âgées et les autres catégories à risque. Il risque d'y avoir aussi des difficultés au niveau logistique. Certains vaccins nécessitent un stockage à très basse température sur le long terme, moins 70 degrés par exemple pour le vaccin de Pfizer. Eh oui Marion, car tous les vaccins ne se ressemblent pas. Des technologies différentes ont été utilisées par les laboratoires. Oui, certaines complètement inédites, d'autres plus traditionnelles. Alors, pour y voir plus clair, je vous propose d'écouter le professeur d'immunologie Jacques Cohen. Les vaccins ARN, comme celui de BioNTech, c'est une catégorie complètement nouvelle. Le vaccin Sputnik 5 fait partie, comme le vaccin AstraZeneca, d'un vaccin sur un vecteur recombinant qui est un adénovirus de singe. C'est une autre solution, là aussi, qui est complètement nouvelle. Et puis le vaccin, le virus entier inactivé, c'est le cas des 2 vaccins chinois qui sont exportés. Ils en ont d'autres en essai, mais c'est ceux-là qui sont exportés, qui sont des vaccins plus traditionnels. Et le professeur Cohen de rappeler une dernière chose, toutes les données dévoilées jusqu'ici, que ce soit par des labos américains ou russes, toutes ces données ont été dévoilées par communiqué de presse. Aucune étude scientifique n'a été publiée pour le moment. Et merci Marion. Et les propos de Moncef Slaoui, le monsieur vaccin de la Maison-Blanche que l'on a entendu tout à l'heure, ces propos sont extraits d'une interview exclusive accordée par le scientifique marocain à nos confrères de Midi 1 TV. Un entretien diffusé dans son intégralité ce soir à 20h15 et 21h15 sur les différents canaux de la chaîne. L'actualité dans notre région, c'est d'abord la Libye. On a beaucoup parlé ces dernières semaines des initiatives de la communauté internationale pour résoudre la crise politique, notamment du Maroc. Un processus de dialogue et une avancée majeure, un accord pour organiser des élections générales dans 1 an. Mais qu'en est-il sur le terrain? Alors qu'un cessez-le-feu est censé être appliqué depuis octobre, l'ONU s'inquiète de la présence de forces étrangères et de mercenaires en Libye, quelques 20 000 hommes qui stationnent dans une dizaine de bases militaires, qui sont armés, qui reçoivent du matériel en dépit de l'embargo. Une présence étrangère qui vient parasiter le processus de négociation en cours, qui vient un peu brouiller les cartes. Mais pour le chercheur Didier Billion, c'est aussi une sorte d'échec des Nations Unies. On a l'impression que l'ONU se réveille en donnant et en révélant un certain nombre de chiffres. Il est tout à fait condamnable sur le principe qu'il y ait autant de combattants étrangers qui se trouvent sur le sol libyen. Ça, c'est un fait incontestable. Mais la véritable question qu'il faut se poser, c'est pour quelles raisons y a-t-il possibilité à ces combattants étrangers de se déployer sur le sol libyen? Je crois qu'en fait, c'est une sorte d'aveu d'échec de la politique de l'ONU qui n'a pas été capable d'aider concrètement à la réalisation des résolutions et notamment au soutien du gouvernement de Fayez el-Sarraj. C'est une infraction permanente, quasi quotidienne, par rapport à la légalité internationale, ce qui pose quand même de singulières questions, sont sur la table depuis de nombreuses années, sans qu'en réalité, aucune des grandes puissances ne veuille véritablement le résoudre. Des propos recueillis par Pierre Boussel. Le Maghreb, c'est aussi cette annonce hier en Tunisie du ministère des Affaires religieuses, la réouverture des mosquées pour la prière du vendredi. Ce sera donc ce vendredi 4 décembre, demain, avec une présence des fidèles ne dépassant pas les 30% de la capacité d'accueil et en respectant bien sûr les gestes barrières. Un peu plus de 1200 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures en Tunisie et 48 décès
supplémentaires. La communauté internationale veut aider le Liban mais pose ses conditions. Nouvelle conférence des donateurs hier, la deuxième, aux côtés du secrétaire général de l'ONU. Le président français Emmanuel Macron l'a rappelé, le financement international ne peut pas remplacer l'engagement des forces politiques libanaises à former un gouvernement. Si les fonds internationaux pour redresser l'économie vont encore se faire attendre, Emmanuel Macron s'est félicité de l'action d'urgence. Il faut dire que dans un pays en pleine crise économique et politique, les Libanais ne peuvent compter que sur l'aide internationale. Reportage dans un des quartiers de Beyrouth les plus touchés par l'explosion du 4 août de notre correspondant Simon Pramarca. Là, nous sommes dans la cuisine. Par la fenêtre, vous pouvez voir le port où il y a eu l'explosion. De l'appartement d'Ara Parserian, il ne restait plus rien ou presque. Plus de fenêtres, plus de meubles, plus d'eau ni d'électricité. Après 4 mois de travaux, le chantier est loin d'être terminé. C'est toujours le foutoir. Nous essayons de reconstruire, mais à cause de l'explosion, nous découvrons toujours des nouveaux problèmes que nous n'avions pas vus. Par exemple, à cause des fissures dans les murs, maintenant nous avons des fuites d'eau partout avec la pluie. On espère pouvoir revenir vivre ici avant le nouvel an. On verra bien. Un chantier à plusieurs milliers de dollars que le jeune homme n'aurait pas pu entreprendre sans l'aide d'organisations internationales. Ils sont en train de ravaler la façade, de réparer l'ascenseur. Rien que l'ascenseur, il y en a pour $9,000. Nous n'aurions pas pu le faire nous-mêmes. Nous avons 3 personnes âgées dans l'immeuble. Si les ONG ne nous avaient pas aidés, nous n'aurions rien pu faire. C'est l'ONG libanaise Offre Joie qui s'occupe de reconstruire le quartier. Mohamed Diab, volontaire, est sur les chantiers depuis le premier jour. On a eu des dons en nature, des matériaux pour les réparations, on a eu des vitres, on a eu des portes, des placoplâtres. Mais comme les dégâts sont énormes, il y a aussi un grand besoin des fonds. Parce que surtout avec la crise économique, tout le monde en a besoin. Des fonds étrangers essentiels pour acheter les matériaux de construction souvent facturés en dollars. Une devise auquel la plupart des Libanais n'ont plus accès depuis la crise financière. À Beyrouth, Simon Pramarca pour Média. En bref, au Proche-Orient, nouvelle crise politique en vue en Israël. 6 mois après sa formation, le gouvernement d'union de Benjamin Netanyahou et Benny Gantz a fait un premier pas vers sa chute. Une majorité de députés a voté hier une motion appelant à la dissolution du Parlement et la convocation de nouvelles élections. Une motion votée par Benny Gantz lui-même. Ce serait les 4e législatives en moins d'1 an si elles étaient organisées. Ce n'est pas encore fait. Le projet de dissolution doit encore faire l'objet de 3 autres votes. La France dit au revoir, ou plutôt adieu à Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République, au pouvoir de 74 à 81, s'est éteint hier à l'âge de 94 ans, emporté par la Covid-19. Emmanuel Macron, qui lui a ravi le titre de plus jeune président de la Ve République, a salué la mémoire d'un chef d'État dont le septennat aura transformé la France. VGE, comme il était surnommé, aura eu une riche carrière politique au niveau national puis européen et des relations contrastées avec l'Afrique. Son portrait signé Aurélien Devernoy. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. En une phrase, il laisse sans voix François Mitterrand et remporte le débat d'entre-deux tours qui va le propulser à la présidence de la République. À 48 ans, Valéry Giscard d'Estaing devient le plus jeune chef de l'État français depuis 1 siècle et demi et va faire de ses premières années à l'Élysée un tourbillon de réformes. Majorité à 18 ans, droit à l'avortement, facilitation du divorce pour les femmes, réforme du Conseil constitutionnel où il siégera ensuite près de 40 ans. Mais alors qu'un deuxième mandat lui tend les bras, un scandale venu d'Afrique le rattrape. Tout est parti d'un document publié par le Canard enchaîné. Une photocopie de 4 lignes, signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing. L'affaire des diamants offerts par l'empereur centrafricain Bokassa joue beaucoup dans sa défaite face à François Mitterrand en 1981 et face à un mandat durant lequel il aura été le premier président français depuis les indépendances à se rendre en Algérie puis au Maroc. Le Maroc aux côtés duquel il se range au moment de la marche verte. Valéry Giscard d'Estaing n'abandonne pas la politique après son expérience présidentielle. Outre le développement de sa région, l'Auvergne, il se consacre au développement de l'Europe, mais il connaît un nouvel échec en 2005 avec le rejet de la Constitution européenne dont il était l'un des auteurs. Il se consacre ensuite largement à l'écriture après avoir succédé à Léopold Sédar Senghor à l'Académie française. Sa dernière apparition publique datait de l'automne 2019 lors des obsèques d'un autre président,
Jacques Chirac. Au revoir. Et avec Valéry Giscard d'Estaing, la France a perdu un homme d'État, l'Allemagne un ami et nous avons tous perdu un grand Européen. Réaction ce matin de la chancelière allemande Angela Merkel. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir pour un hommage solennel. Alors Aurélien l'évoquait à l'instant, VGE a eu des relations contrastées avec l'Afrique. Nous y revenons juste après 13h30 dans la chronique Afrique signée Aurore Dumser. Allez, on va parler football avec les dirigeants du Real Madrid qui se sont réunis hier soir pour discuter de l'avenir de Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real fragilisé par les mauvais résultats, notamment en Ligue des Champions. La presse espagnole parle de sursis à rester en place pour Zizou.